Vous êtes-vous déjà demandé si votre présence dans la maison de vos enfants pourrait générer des tensions que personne ne mentionne, mais que tout le monde ressent? Imaginez ceci. Vous arrivez chez votre fils marié avec l'illusion de renforcer les liens familiaux, de vous rapprocher de vos petits-enfants, d'être un soutien. Mais peu à peu, vous commencez à remarquer quelque chose. Un regard fuyant pendant le dîner, un commentaire qui semble déplacé, un silence qui pèse plus que d'habitude. Sans vous en rendre compte, vous passez du statut de figure essentielle à celui d'un invité qui doit peser chaque mot, chaque action. Cette expérience, bien que douloureuse, est plus courante qu'il n'y paraît lorsque les parents décident de vivre avec leurs enfants mariés et leurs petits-enfants. Que ce soit par nécessité, sur invitation ou par un profond désir de connexion familiale, le rêve d'une coexistence harmonieuse peut s'évanouir lorsque les dynamiques du foyer changent. Ce qui commence comme un acte d'amour, être proche, aidé, partagé, peut se transformer en un terrain de tension invisible. Mais tout n'est pas perdu. En nous inspirant des idées de Sigmund Freud sur les complexités des relations familiales, nous vous présentons un chemin clair. Cette règle pratique est profondément transformatrice, qui vous aideront à protéger votre identité, à établir des limites saines et à construire une coexistence basée sur le respect mutuel. Ce texte n'est pas seulement un guide, c'est une invitation à réfléchir, à agir et à retrouver votre place dans la famille sans renoncer à l'amour. Continuez à lire et découvrez comment transformer votre expérience dans la maison de votre fils marié. Les dynamiques familiales sous le prisme de Freud. Lorsque les parents emménagent chez leurs enfants mariés, ils le font généralement avec le cœur ouvert. La motivation peut être économique, émotionnelle ou pratique. Ils veulent être proches de leurs petits-enfants, contribuer au foyer ou simplement ne pas être seuls. Cependant, au fil des jours, les choses changent. Les gestes aimables deviennent tendus, les conversations semblent forcées et les silences commencent à parler plus fort que les mots. Sigmund Freud, le père de la psychanalyse, nous offre une clé pour comprendre pourquoi cela se produit. Selon lui, les relations familiales ne sont pas seulement amour et union, elles sont aussi traversées par des désirs inconscients, des rivalités cachées et des schémas du passé jamais résolus. Quand 3 générations cohabitent sous le même toit, elles ne partagent pas seulement un espace physique, elles coexistent aussi avec des histoires personnelles, des blessures non guéries, des attentes non exprimées et des rôles qui se confondent. Par exemple, un grand-parent peut être tenté d'agir comme un parent en donnant des conseils non sollicités ou en corrigeant les petits-enfants devant leurs parents. Bien que cela parte d'une bonne intention, cela peut être perçu comme une intrusion par le fils, la belle-fille ou le gendre. Freud l'expliquait comme une confusion des rôles, où les anciennes dynamiques familiales entrent en collision avec les nouvelles règles du foyer. Sans limite claire, le respect s'érode et l'amour, qui devrait être le pilier de la coexistence, se mêle de frustration et de malentendus. Le danger du rôle de sauveur. L'un des schémas les plus courants dans ces dynamiques est le désir des parents d'être utiles. Des phrases comme « je veux aider »,« je ne veux pas être un fardeau » ou « je suis là pour leur faciliter la vie » sont fréquentes. Au début, ces intentions semblent nobles, mais Freud nous avertit que l'inconscient n'agit pas toujours par pure bonté. Souvent, derrière le désir d'aider se cache une quête de contrôle, de réparation de blessures anciennes ou de réaffirmation d'un rôle perdu. C'est le danger du rôle de sauveur. Lorsqu'un parent assume ce rôle, il peut tomber dans le piège d'annuler ses propres besoins pour répondre aux attentes des autres. Par exemple, il s'occupe des tâches ménagères, garde les petits-enfants toute la journée ou intervient dans des décisions qui ne lui incombent pas. Cela crée un déséquilibre. L'amour se transforme en obligation et l'aide devient une exigence implicite. Freud décrivait ce schéma comme une manifestation du surmoi, cette partie de l'esprit qui impose des règles morales et comportementales. Un surmoi trop sévère fait sentir à la personne qu'elle ne peut pas se reposer, qu'elle ne peut pas dire non, qu'elle doit toujours être disponible. Le résultat est épuisant. Le parent devient l'otage d'un rôle qu'il a lui-même construit, et la famille commence à percevoir sa présence comme une interférence. Les effets sur la dynamique familiale. Ce déséquilibre n'affecte pas seulement le père ou la mère qui vit dans le foyer. Il impacte également le fils, sa partenaire et les petits-enfants. Le fils peut se sentir surveillé ou jugé. La belle-fille ou le gendre peut interpréter l'aide constante comme une critique de leur façon de gérer le foyer.
et les petits-enfants, bien qu'ils ne l'expriment pas, perçoivent la tension dans l'atmosphère. Ce qui devrait être une coexistence aimante devient un champ de conflit silencieux où personne ne dit ce qu'il ressent vraiment par peur de blesser l'autre. Freud nous enseigne que les conflits familiaux ne sont pas toujours évidents. Souvent, ils se cachent dans de petits gestes, une porte fermée avec plus de force que nécessaire, un commentaire sarcastique, un regard qui évite le contact. Ces détails accumulés érodent l'harmonie, mais il y a une issue et elle commence par la connaissance de soi et le courage d'établir des limites. 7 règles pour une coexistence saine. Basées sur les idées de Freud sur la connaissance de soi, les désirs inconscients et les dynamiques familiales, ces 7 règles ne cherchent pas à contrôler les autres, mais à vous donner les moyens de vivre avec dignité et respect dans la maison de votre fils marié. Ce ne sont pas des normes rigides, mais des outils pour construire des relations plus saines, où l'amour ne se confond pas avec le sacrifice et où le respect est mutuel. Les voici. 1. Reconnaissez votre position en tant que sujet autonome. Freud soulignait l'importance de la position subjective. Vous n'êtes pas seulement un grand-père ou une grand-mère, un aide ou un hôte. Vous êtes une personne avec des désirs, des besoins, des valeurs et une histoire propre. Vous avez le droit d'exister avec autonomie, même dans une maison qui n'est pas la vôtre. Demandez-vous, que veux-je dans cette coexistence ? Qu'est-ce qui me fait me sentir valorisé ? Reconnaître vos besoins n'est pas de l'égoïsme. C'est le premier pas pour établir des limites qui protègent votre identité. 2. Évitez de devenir le sauveur. Le désir d'aider est ton naturel, mais il peut devenir dangereux s'il vous conduit à vous effacer. Freud nous avertit que l'inconscient cherche à répéter des schémas comme celui de réparer ou de contrôler. Si vous assumez toutes les responsabilités du foyer ou devenez le principal soignant de vos petits-enfants, vous risquez de vous perdre. Soyez conscient de vos limites et permettez aux adultes de la maison d'assumer leur rôle. Aider, c'est bien, mais pas au détriment de votre bien-être. 3. Respectez les nouveaux rôles familiaux. La maison de votre fils marié n'est pas une extension de votre ancienne famille. Ils ont créé leurs propres règles, rythmes et priorités. Intervenir dans la manière dont ils élèvent leurs enfants, commenter la gestion du foyer ou corriger les petits-enfants devant leurs parents peut générer des frictions. Freud appelait cela une confusion des rôles où le passé s'impose au présent. Respectez leur autonomie et définissez clairement quelle était votre place dans cette nouvelle dynamique. 4. Établissez des limites claires dès le début. Les conflits naissent souvent de ce qui n'est pas dit. Parlez avec votre fils et sa partenaire dès le début des attentes. Quel est votre rôle dans la maison ? Quels espaces sont privés ? Comment les tâches seront-elles réparties ? Freud soulignait que les tensions familiales croissent lorsque les attentes ne sont pas verbalisées. Une conversation honnête et claire peut prévenir les malentendus et poser les bases d'une coexistence respectueuse. 5. Protégez votre espace émotionnel. Vivre avec plusieurs générations peut être épuisant. Le surmoi, selon Freud, peut vous faire sentir que vous devez toujours être disponible, sacrifiant vos propres désirs. Cela réprime votre « ça », la partie de vous qui cherche la satisfaction personnelle. Consacrez du temps à vos centres d'intérêt, lisez, promenez-vous, maintenez des hobbies, restez en contact avec des amis. Protéger votre espace émotionnel vous permet d'être présent sans vous épuiser ni vous perdre dans les exigences du foyer. 6. Apprenez à dire non sans culpabilité. Dire non ne signifie pas rejeter votre famille, mais vous respectez vous-même. Si on vous demande quelque chose qui dépasse vos limites, comme garder les petits-enfants toute la journée ou assumer des tâches qui ne vous incombent pas, exprimez-le calmement et fermement. Freud enseignait que la santé mentale dépend de l'équilibre entre le ça, désir, et le surmoi, exigence. Un segundo sonore. Non à temps est un acte d'amour-propre et de maturité qui profite à tous. 7. Faites du respect la base de l'amour. L'amour véritable ne nécessite pas de sacrifice constant ni l'effacement de soi. Freud nous rappelle que les relations saines se construisent sur le respect mutuel. Cela signifie accepter que votre fils, sa partenaire et vos petits-enfants ont droit à leurs propres décisions,
tout comme vous avez droit à votre autonomie. Établissez des limites qui permettent à chacun de briller sans que personne ne doive s'éteindre pour qu'un autre se distingue. Un appel à la liberté et à la dignité. Vivre avec votre fils marié et vos petits-enfants peut être une expérience profondément enrichissante, mais seulement si elle repose sur une base de respect, de limites claires et de connaissance de soi. Ces 7 règles ne sont pas une formule magique, mais une carte pour naviguer dans les complexités de la coexistence familiale. Il ne s'agit pas de créer des distances froides, mais de vous rapprocher depuis un lieu d'authenticité et de dignité. Aimer ne signifie pas se sacrifier, et être présent n'implique pas de renoncer à soi-même. Si vous sentez que la coexistence érode votre place dans la famille, ou si vous envisagez d'emménager avec votre fils marié, agissez maintenant. Réfléchissez à vos besoins, parlez clairement et protégez votre espace. Ces règles, inspirées des idées de Freud, vous aideront à construire une coexistence où chacun peut coexister sans perdre son essence. Et si vous voulez plus d'outils pour affronter les dynamiques familiales avec conscience et maturité, abonnez-vous à notre chaîne et activez les notifications. Ne manquez aucun contenu. Ensemble, nous pouvons transformer la coexistence en une expérience d'amour, de respect et de liberté. Avez-vous déjà eu l'impression que vos paroles se perdent dans l'air, mais que votre silence résonne avec force? Dans la coexistence, surtout dans les foyers où plusieurs générations partagent le même toit, le silence peut être un allié puissant. Pas le silence qui cache des ressentiments, mais celui qui protège, qui établit des limites et favorise le respect mutuel. Sigmund Freud nous a appris que l'environnement où nous traitons nos émotions façonne notre comportement, et cela inclut l'espace physique et émotionnel que nous occupons. Créer un coin à soi, aussi petit soit-il, est un acte d'auto-soin essentiel pour préserver la santé mentale. Réfléchissez-y. Avez-vous un endroit où vous pouvez être vous-même sans interruption? Avoir son propre espace ne permet pas seulement de réfléchir et d'organiser ses pensées, mais c'est aussi une manière de respecter les autres. En n'imposant pas votre présence, vous donnez aux autres la liberté de s'approcher de vous spontanément. Respecter l'espace des autres est un geste d'amour silencieux. Par exemple, évitez d'assumer des rôles qui ne vous reviennent pas, comme vouloir diriger l'éducation de vos petits-enfants. Préserve l'harmonie et évite des frictions inutiles. Prendre soin ne signifie pas toujours agir. Parfois, cela signifie savoir quand se retirer. Freud nous rappelait que le respect de l'espace de l'autre est la base d'une coexistence véritable. Demandez-vous, suis-je invité dans ce moment ou m'imposais-je? Ma contribution est-elle utile ou ne cherchais-je qu'à reprendre un contrôle que je n'ai plus? Occuper un espace dans le foyer est nécessaire, mais le faire avec équilibre est un art. Personne ne devrait se sentir invisible dans sa propre maison, mais personne ne devrait non plus envahir celle des autres. L'équilibre naît de la sensibilité, de l'écoute et de la reconnaissance que les temps et les rôles ont changé. Être respecté commence par respecter. Et le respect se construit avec des limites claires, pas avec des excès. Dans de nombreux foyers multigénérationnels, ce qui use les relations n'est pas l'écrit, mais les silences accumulés. Cependant, tout silence n'est pas négatif. Un silence bien compris peut être une posture mature, une limite ferme qui évite des conflits inutiles. Freud avertissait que l'inconscient s'exprime de manière indirecte, à travers des lapsus, des symptômes ou même des pauses significatives. Dans le contexte familial, ces pauses, ces regards fuyants ou la décision de quitter une pièce plutôt que de discuter sont des signaux clairs. Voici ma limite. Vivre avec des enfants mariés et des petits-enfants peut être un défi. Souvent, les aînés optent pour le silence pour éviter les frictions. Mais si ce silence naît de la répression, il peut devenir toxique. Freud appelait cela la somatisation, quand le corps exprime ce que la voix tait trop longtemps. Êtes-vous silencieux par peur ou par sagesse? D'un autre côté, il existe un silence conscient, sage, qui ne réprime pas, mais protège. C'est le silence de celui qui choisit de ne pas réagir parce qu'il sait que le conflit ne mènera à rien. Ce silence n'est pas passif, il est actif, une décision délibérée qui exige une connaissance de soi. Savoir se taire est aussi précieux que savoir parler. Parfois, un geste suffit. Ne pas participer à une discussion récurrente, éviter une conversation qui finit toujours par des offenses ou interrompre une visite quand l'atmosphère devient tendue. Ce silence agit comme un miroir, montrant que quelque chose ne va pas sans avoir besoin d'accuser.
Freud parlait aussi de la répétition de schémas traumatiques. Réagir toujours de la même manière face aux mêmes stimuli crée des cycles de conflits qui se perpétuent. Un silence bien placé peut briser ces cycles, évitant les critiques constantes ou les discussions stériles. Le silence n'est pas une absence, c'est une présence consciente. C'est une manière de dire « je suis là, mais je ne franchirai pas mes propres limites pour vous plaire ». Pratiquer ce silence lucide est un acte d'auto-soin qui vous permet de coexister sans perdre votre identité. Vivre avec votre fils marié peut sembler une nouvelle étape, mais c'est souvent une répétition de vieux schémas émotionnels. Freud décrivait cela comme la compulsion à la répétition, la tendance à revivre des expériences passées, même douloureuses, dans une tentative de les résoudre. Beaucoup de parents, en emménageant avec leurs enfants, tentent de retrouver l'autorité qu'ils avaient auparavant. Ils s'attendent à ce que leurs conseils soient un moine suivi, comme à l'adolescence, ou à rester au centre de la routine familiale. Quand cela ne se produit pas, ils se sentent déplacés ou rejetés. Mais ce n'est pas du rejet, c'est une évolution. Vos enfants ont grandi, ils ont leurs propres valeurs et prennent des décisions basées sur de nouvelles références. Cette répétition inconsciente peut se manifester dans des comportements comme la mère qui rivalise pour être la figure principale dans l'éducation de ses petits-enfants ou le père qui critique les décisions de son gendre. Ces actes ne sont pas malveillants, mais des tentatives de revivre le passé ou de réparer des blessures anciennes. Agissez-vous dans le présent ou essayez-vous de guérir quelque chose qui n'a pas été clos? Freud nous invite à regarder avec honnêteté. Est-ce que j'aide vraiment ou est-ce que je répète un rôle qui m'a causé de la douleur? Sortir de ce cycle exige de la conscience. Reconnaissez vos blessures, nommez-les et ne les transférez pas au présent. Acceptez la réalité telle qu'elle est, avec ses imperfections, et choisissez de vous positionner avec légèreté. L'affection véritable n'a pas besoin de répéter le passé. Construisez de nouvelles façons de coexister. Évitez de tomber dans des rôles automatiques. Tout ce qui fonctionnait avant ne doit pas s'appliquer maintenant. Toutes les carences du passé n'ont pas besoin d'être compensées dans le présent. Vous êtes là pour écrire un nouveau chapitre, pas pour corriger des histoires anciennes. Cultivez le silence sage, respectez les espaces et reconnaissez les limites. Ainsi, la coexistence cessera d'être un champ de bataille et deviendra un espace de paix où chaque génération pourra coexister sans perdre son essence. Voulez-vous que l'amour pour vos petits-enfants soit une source de joie sans tomber dans des pièges émotionnels? L'arrivée d'un petit enfant est comme un lever de soleil qui illumine la vie, mais qui peut aussi éblouir s'il n'est pas géré avec soin. Être grand-parent est une opportunité unique pour tisser des liens de tendresse et de sagesse, mais cela exige un équilibre délicat. Comment aimer sans idéaliser? Comment être présent sans envahir? Accompagnez-moi pour explorer ces questions avec un regard profond, inspiré des idées de Freud sur l'amour, les attentes et les dynamiques familiales. Pour beaucoup de grands-parents, les petits-enfants sont un souffle de vie nouveau, une chance de revivre l'amour, sans les tensions qui ont parfois marqué la relation avec leurs propres enfants. Mais attention, cet amour peut devenir un piège subtil. Freud nous a appris qu'idéaliser quelqu'un est une manière de se protéger de la douleur. En projetant sur les petits-enfants nos espoirs ou ce qui nous manque, nous risquons de ne pas les voir tels qu'ils sont, mais tels que nous voulons qu'ils soient. Imaginez le grand-père qui aspire à être le centre d'attention de l'enfant, ou la grand-mère qui s'attend à être consultée pour chaque décision. Ces attentes, bien qu'elles naissent de l'amour, créent une pression invisible. L'enfant, qui découvre encore le monde, ne comprend pas pourquoi il doit agir d'une certaine manière pour rendre heureux son grand-parent. Les parents, de leur côté, peuvent se sentir écartés ou remis en question lorsque le grand-parent assume des rôles qui ne lui reviennent pas, comme celui d'autorité principale ou de guide émotionnel. L'idéalisation n'affecte pas seulement l'enfant, mais aussi le grand-parent. Quand les petits-enfants grandissent, vont à l'école ou cherchent leur propre indépendance, le grand-parent qui a centré sa vie sur eux peut faire face à un vide douloureux. Freud appelait cela un investissement libidinal excessif. Placer tout notre amour dans une seule personne nous rend vulnérables quand cette personne suit son propre chemin. Et les enfants, tôt ou tard, le font. Ils grandissent, s'éloignent, explorent. C'est naturel, mais cela peut faire mal si nous ne sommes pas préparés. Être grand-parent est un cadeau,
mais cela ne doit pas devenir le seul but de la vie. Maintenir des hobbies, des amitiés et des espaces propres n'est pas de l'égoïsme, c'est une manière de renforcer le lien avec les petits-enfants. Un grand-parent qui vit avec plénitude enseigne, sans le dire, que l'amour n'a pas besoin d'être absorbant pour être profond. Quand les petits-enfants perçoivent que leurs grands-parents ont une vie riche et propre, ils apprennent que l'amour peut coexister avec l'autonomie. Mais que se passe-t-il quand le petit enfant ne répond pas comme nous l'attendons? Quand il préfère ses amis, se rebelle ou simplement grandit, une sensation de rejet peut surgir. Voici la clé. Aimer un petit enfant, c'est accepter qu'il n'est pas là pour combler des vides émotionnels. Ce n'est pas son rôle de réparer les absences du passé, ni de devenir la version idéale de ce qui n'a pas été. Les aimer, c'est les laisser être avec leurs imperfections, leurs décisions et leur propre chemin. Maintenant, pensons à un scénario encore plus complexe, la coexistence entre grands-parents, enfants adultes et leurs partenaires. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi des tensions surgissent parfois avec la belle-fille ou le gendre? Ce n'est pas seulement une question de personnalité, il y a quelque chose de plus profond en jeu. Freud a parlé du complexe d'Oedipe comme d'une dynamique qui, bien qu'elle se transforme avec les années, laisse des échos à l'âge adulte. Quand un enfant forme un couple, le lien avec ses parents change. La mère qui était autrefois confidente, le père qui était autrefois conseiller, voient maintenant que leurs enfants se tournent d'abord vers leur partenaire. C'est naturel, mais cela peut éveiller une douleur silencieuse. Dans de nombreux foyers, les parents perçoivent la belle-fille ou le gendre comme des intrus, non par méchanceté, mais parce que l'affection se réorganise. Les petits gestes se magnifient. Un commentaire sur l'éducation des petits-enfants, un conseil non sollicité sur la gestion du foyer, une critique déguisée en inquiétude. Pour les parents, ces gestes semblent inoffensifs, mais pour le couple, ils peuvent être perçus comme une intrusion. Freud nous invite à regarder au-delà. Chaque action porte un poids émotionnel inconscient. La critique constante ou la comparaison avec le passé ne construit pas de ponts, mais des murs. La solution n'est pas de rivaliser, mais d'accepter que la place des parents n'est plus au centre. La partenaire de votre fils a son propre espace, ses propres règles, sa propre manière de faire les choses. Respecter cela ne signifie pas renoncer à votre importance, mais reconnaître que l'amour véritable n'a pas besoin de contrôler. Soyez un soutien, pas un juge. Soyez une présence chaleureuse, pas une ombre pesante. Quand vous donnez de l'espace, les tensions se dissipent et l'affection circule plus librement. Il y a une erreur que beaucoup de grands-parents commettent sans s'en rendre compte. Croire qu'en vieillissant, ils n'ont plus le droit de désirer. Freud voyait le désir comme le moteur de la vie, pas seulement dans un sens physique, mais comme l'étincelle qui nous pousse à créer, à rêver, à chercher du sens. Quand les grands-parents vivent avec leurs enfants et petits-enfants, ils tombent parfois dans une routine de service. Ils s'occupent, aident, sont disponibles, mais oublient leurs propres aspirations. Ils deviennent des personnages secondaires dans l'histoire des autres. Ce n'est pas seulement injuste, c'est aussi dangereux. Renoncer à son propre désir, c'est comme éteindre une flamme intérieure. La vie commence à tourner uniquement autour des petits-enfants ou des besoins des enfants, et le monde intérieur du grand-parent s'efface. Pour éviter cela, il est essentiel de garder la flamme vive. Reprenez ce hobby que vous aviez abandonné, cherchez de nouvelles amitiés, planifiez quelque chose qui vous enthousiasme. Il ne s'agit pas d'abandonner la famille, mais de montrer que la vie, à tout âge, reste un canevas à peindre. Être grand-parent est une opportunité pour laisser un héritage d'amour, mais un amour qui n'attache pas, qui n'exige pas, qui ne projette pas. C'est être présent sans envahir, accompagner sans contrôler, aimer sans attendre. Et dans la coexistence avec les enfants et leurs partenaires, c'est apprendre à lâcher prise, à respecter les nouveaux espaces, à être une présence qui ajoute sans soustraire. Car en fin de compte, la véritable richesse d'être grand-parent n'est pas d'être au centre, mais d'être un phare, quelqu'un qui éclaire, guide et surtout laisse être. Vivre avec authenticité, un voyage vers la liberté dans la coexistence familiale. Quand avez-vous fait quelque chose juste pour vous pour la dernière fois? Dans le tourbillon de la vie familiale, où l'amour, les responsabilités et les attentes s'entrelacent comme les fils d'une tapisserie complexe, il est facile d'oublier qui vous êtes au-delà des rôles que vous occupez.
Mais arrêtez-vous un instant et écoutez cette vérité fondamentale. Vous restez un être rempli de désirs, de rêves et de possibilités infinies, peu importe l'âge, le passage du temps ou les circonstances qui vous entourent. Vivre avec votre famille ne signifie pas vous diluer dans leurs besoins, ni renoncer à ce qui vous rend unique. Cela signifie apprendre à habiter cet espace partagé avec équilibre, en restant fidèle à ce qui bat encore fort en vous, à ce qui vous définit en tant qu'individu. Vous avez le droit d'explorer de nouveaux chemins, de cultiver vos passions, de profiter d'une conversation avec des amis, de vous lancer dans des projets qui vous remplissent d'enthousiasme. Le désir ne s'éteint pas avec les années, il transforme simplement sa manière de se manifester. Peut-être ne cherchez-vous plus de grandes reconnaissances extérieures, comme des promotions professionnelles ou des succès visibles, mais une plénitude plus intime, plus alignée avec votre essence, avec ce qui vous émeut vraiment. Mais attention, la routine peut devenir un piège subtil. Restez à attendre que les jours passent sans intervenir, que d'autres prennent l'initiative, que la vie se déroule sans votre participation active, c'est ouvrir la porte à ce que Freud appelait la mélancolie. C'est perdre une partie essentielle de vous-même, rester coincé dans ce qui était, au lieu d'embrasser avec courage tout ce qui peut encore être. Réactiver votre désir est un acte de résistance, un geste d'amour-propre qui demande du courage. C'est décider que, même si vous partagez la table avec votre famille, vous n'êtes pas obligé d'être uniquement un écho de leurs attentes ou besoins. C'est apprendre à dire non sans culpabilité quand c'est nécessaire. Sortir marcher seul pour renouer avec vos pensées, écrire vos réflexions dans un carnet, écouter cette chanson qui vous transporte dans un autre temps ou reprendre un passe-temps que vous aviez laissé de côté. C'est vous permettre de petits actes de rébellion contre la passivité. Lire un livre qui éveille votre curiosité, vous inscrire à un atelier ou simplement vous asseoir dans un parc pour observer le monde avec des yeux neufs. C'est vous rappeler que votre histoire n'est pas terminée, qu'elle mérite d'être vécue avec intensité, avec un but, jamais avec résignation. Ne tombez pas dans le piège de croire que vous avez déjà tout vécu. Votre présence, votre voix, votre volonté sont précieuses, et pour que les autres le reconnaissent, vous devez d'abord vous reconnaître comme quelqu'un qui continue d'avancer, de grandir, d'être. Vos enfants et petits-enfants n'ont pas besoin de quelqu'un qui soit toujours disponible, se sacrifiant sans fin jusqu'à l'épuisement. Ce qui les enrichit vraiment, c'est de vous voir comme un exemple vivant de vitalité, de curiosité et d'authenticité. Leur montrer que la vie, même dans ses étapes les plus sereines, est une aventure digne d'être explorée, c'est le legs le plus puissant que vous puissiez leur offrir. Quand ils vous voient actifs, intéressés par le monde, connectés avec vous-même, ils apprennent que vieillir n'est pas synonyme de stagnation, mais de transformation de la manière de vivre. Comme l'enseignait Freud, là où il y a du désir, il y a de la vie. Et tant qu'il y a une étincelle de désir dans votre cœur, il y aura toujours la possibilité de vous réinventer, de recommencer, de trouver du sens dans les petits et grands moments du quotidien. Ce parcours que nous entreprenons ensemble ne vise pas à imposer des règles rigides ni à offrir des solutions universelles. En réalité, c'est une célébration de la liberté d'être vous-même, de réclamer votre espace dans un contexte qui exige souvent tant de vous. Nous ne parlons pas de formules magiques garantissant une coexistence parfaite, car la perfection n'existe pas dans les relations humaines. Nous parlons de quelque chose de beaucoup plus profond et humain, la nécessité de préserver votre identité, même lorsque la vie familiale vous demande des sacrifices quotidiens, grands et petits. Vivre avec des enfants et des petits-enfants peut sembler, à première vue, un retour à la chaleur du foyer, un refuge rempli d'amour, de rire et de connexion. Mais en pratique, cette expérience demande une maturité émotionnelle qu'on nous enseigne rarement à développer. Chaque geste, chaque silence, chaque regard dans le cadre familial est chargé de signification, des désirs inexprimés, des peurs cachées, des souvenirs du passé et des attentes pour l'avenir. C'est pourquoi la coexistence peut être un espace d'une grande richesse, mais aussi de défis immenses qui exigent attention et soin. Les 7 idées que nous partageons ici ne sont pas des commandements gravés dans la pierre, mais des invitations à la réflexion, des phares qui éclairent le chemin vers une coexistence plus équilibrée. Elles naissent de la douleur silencieuse de tant de mères et de pères qui, même entourés de leurs proches, se sentent déplacés dans leur propre maison, comme si leur voix n'avait plus d'écho. Ce sont des idées qui demandent du courage,
le courage d'établir des limites sans vous sentir égoïste, de cesser d'assumer le rôle de sauveur infatigable qui résout tout, de dire « assez » quand l'amour s'est confondu avec la soumission ou l'abandon de vos propres désirs. Vous n'êtes pas seul dans cette croisée des chemins. Des milliers de personnes de votre génération font face au même dilemme. Elles souhaitent maintenir l'harmonie familiale, mais ne savent pas comment le faire sans se perdre dans le processus. Elles veulent soutenir leurs proches, mais se sentent submergées par les demandes constantes. Elles aspirent à être respectées, mais craignent de paraître exigeantes, distantes, voire insignifiantes. Freud nous offre une leçon clé qui résonne à travers le temps. La santé mentale ne consiste pas à éviter les conflits, mais à les traverser avec honnêteté et courage. Ce qui n'est pas exprimé, ce qui n'est pas nommé, finit par nous rendre malades. Ce qui reste dans le silence revient sous forme d'irritation constante, de ressentiments accumulés, de culpabilité paralysante ou d'une tristesse profonde dont l'origine reste inexplicable. C'est pourquoi la leçon la plus précieuse est celle-ci. Il est possible de coexister sans se consumer. Vous pouvez aimer profondément et, en même temps, établir des limites claires qui protègent votre bien-être. Vous pouvez être un soutien solide pour votre famille sans chercher à tout contrôler ou porter des responsabilités qui ne vous reviennent pas. Et surtout, vous pouvez être père, mère, grand-père ou grand-mère sans renoncer à être vous-même, sans éteindre cette étincelle qui vous rend unique. Ce chemin n'est pas simple et personne ne s'attend à ce qu'il le soit. Il exige une vigilance constante sur vos propres impulsions, l'humilité de reconnaître quand vous répétez des schémas qui ne fonctionnent plus et la disposition à écouter activement les limites, les douleurs et les peurs des autres. Il implique aussi d'apprendre à lâcher prise, lâcher le besoin d'être au centre de tout, lâcher la culpabilité de vous prioriser, lâcher l'idée que l'amour doit signifier un sacrifice constant. Mais l'effort offre une récompense immense, une coexistence plus légère, plus sincère, moins épuisante. Une coexistence où chacun, y compris vous, peut s'épanouir. La famille ne devrait pas être un espace qui emprisonne, mais un espace qui accompagne, qui permet à chaque membre de grandir sans cesser d'être connecté. Et le rôle des aînés n'est pas de juger, de corriger ou d'imposer, mais d'éclairer par l'exemple de la maturité, par la sagesse que donne le temps, par la sérénité de celui qui a appris que le respect commence par soi-même. Vous n'avez pas besoin d'être parfait, ni indispensable, ni infaillible. Vous avez juste besoin d'être intègre, authentique, cohérent avec ce que vous ressentez et pensez. La plénitude ne se négocie pas avec les autres, elle se cultive jour après jour, en silence, avec fermeté et une dose généreuse de compassion envers vous-même et ceux qui vous entourent. Que ces mots soient pour vous un miroir, pas un fardeau, qu'ils vous permettent de vous voir non seulement comme un père ou une mère vivant avec sa famille, mais comme un être humain avec encore beaucoup à ressentir, à choisir, à vivre. Qu'ils vous rappellent que votre histoire continue, que chaque jour est une opportunité pour écrire un nouveau chapitre, quel que soit le rythme ou l'étape de la vie où vous vous trouvez. Car comme nous l'a appris Freud, vivre avec authenticité est la seule manière de ne pas se perdre dans les liens qui nous unissent. C'est la manière de garder vive l'étincelle du désir, d'honorer votre passé et de continuer à construire un avenir qui vous appartient. Si cette réflexion a touché quelque chose en vous, nous vous invitons à regarder la vidéo complète, où nous approfondissons ces idées avec plus de nuances et d'exemples. Abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et rejoignez cette communauté qui cherche à vivre avec plus de vérité, de légèreté et moins de poids. Que vous alliez bien, que vous avanciez avec assurance et à bientôt.